Chapitre 14. L'inspecteur Blanc était assis en face du surintendant Baldwin dans le poste de police d'Elsmouth. Sur la table, il y avait une masse noire trempée d'eau, et Blanc déclara : « C'est sûrement son chapeau. Toutefois, je ne l'affirmerai pas sous serment. Sa femme de chambre m'a dit qu'elle affectionnait cette forme, et elle en avait plusieurs. Un rose pâle, un brun noir qu'elle portait hier. Or, vous l'avez trouvé dans la rivière. Cela tendrait à prouver que nos idées sont exactes. » Baldwin, qui était un homme robuste et calme, répondit : « Nous n'avons aucune certitude. N'importe qui peut jeter un chapeau dans l'eau. Oui, soit de la remise, soit d'un yacht. » « Le yacht n'a pas bougé, » reprit le surintendant. « Si elle s'y trouve, vivante ou morte, nous la verrons. Est-ce que Sousa n'est pas descendu à terre aujourd'hui ? Non. Tout à l'heure, il était assis dans un fauteuil sur le pont et fumait un cigare. » Blanc regarda la pendule. « Il est presque l'heure de monter à bord. Vous pensez que vous la trouverez ? Je n'en jurerai pas, car j'ai l'impression que ce type est très fort. » L'inspecteur se tut un instant, puis demanda : « S'il y a un cadavre, qu'est-il devenu à votre avis ? » « J'ai causé avec Otterwaite ce matin. C'est un ancien garde-côte, et je le consulte toujours lorsqu'il s'agit de marée et des courants. Si la dame a été jetée dans l'Elme à l'heure que nous supposons, la marée descendait. La lune est pleine et le courant a dû emporter le corps vers la côte opposée. Mais reparaîtra-t-il, et où ? Nous avons eu plusieurs noyades ici et nous n'avons pas retrouvé de cadavre. Il se brise parfois sur les rochers. D'autre part, il peut reparaître. Autrement, l'affaire sera compliquée, fit observer Blanc. Vous êtes convaincu qu'on l'a jeté dans la rivière ? Je ne vois pas d'autre solution. Nous avons enquêté auprès du chemin de fer et des lignes d'autobus. Nous sommes ici dans un cul-de-sac. Elle était habillée d'une manière spectaculaire et n'a rien emporté. À mon avis, elle n'a pas quitté Nass. Son cadavre est soit dans l'eau, soit enfui dans le domaine. Mais il nous faut un motif. Et la jeune fille ? Elle a été témoin du crime, ou d'un incident suspect. Nous finirons bien par trouver, mais ce ne sera pas facile. Baldwin regarda la pendule à son tour. « Allons, dit-il. » Sousa reçut les deux policiers avec sa courtoisie habituelle. Il leur offrit des rafraîchissements qu'ils refusèrent, et il s'intéressa à leurs activités. « Faites-vous des progrès au sujet de la mort de la jeune fille ? » ?»« Oui, nous avançons, » répondit Blanc. Le surintendant releva le gant et expliqua avec tact l'objet de leur visite. « Vous voulez visiter l'Espérance ?» Sousa ne paraissait pas inquiet, mais plutôt diverti. « Dans quel but ? Croyez-vous que je donne asile à l'assassin ? Ou supposez-vous que j'ai tué moi-même ? » ?»« C'est nécessaire, monsieur, et je suis certain que vous le comprenez. S'il nous faut produire un mandat de perquisition... » Le jeune homme leva les bras. « Mais je désire vivement vous aider. Agissons en amis. Vous êtes libre de fouiller mon bateau. » »« Ah, vous supposez peut-être que ma cousine, Lady Stubbs, a fui son mari et a cherché refuge auprès de moi. Cherchez, messieurs, cherchez. » Ce fut fait sans rien négliger. Et les deux policiers furent obligés, en dissimulant leur désappointement, de prendre congé d'Étienne de Sousa. « Vous n'avez rien trouvé ? » leur dit-il. « C'est désolant, mais je vous avais prévenu qu'il en serait ainsi. Accepterez-vous maintenant un rafraîchissement ? Non, vraiment ? » Il les accompagnait jusqu'à l'endroit où l'on pouvait voir leur canot amarré, puis il demanda : « Et moi, m'autorisez-vous à partir ? Je commence à m'ennuyer ici et le temps est favorable. J'aimerais aller à Plymouth. Voudriez-vous, monsieur, avoir l'obligeance de rester ici jusqu'après l'enquête, qui est fixée à demain, pour le cas où le coroner désirerait vous poser une question ? Certes,
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Mais ensuite... Ensuite, répondit le surintendant Baldwin froidement, vous serez, évidemment, libre d'agir à votre guise. Tandis que leur canot s'éloignait, les deux policiers aperçurent le visage souriant de leur interlocuteur qui les suivait des yeux. L'enquête ne présenta aucun intérêt pour le public. Après le rapport médical et la constatation d'identité, on demanda un ajournement qui fut accordé aussitôt. Ce n'était là que des formalités. Ce qui suivit fut moins banal. L'inspecteur Blanc passa l'après-midi dans le bateau de plaisance appelé la Belle de Devon. Il quitta Brixwell vers 3 heures, longea la côte et avança après être entré dans l'estuaire de la rivière Helm. En plus de Blanc, il y avait environ 230 personnes à bord. Le policier était assis à tribord et détaillait la rive boisée. Le bateau atteignit un coude de la rivière et passa devant le débarcadère isolé qui se trouvait à l'extrémité du domaine de Houdon. Blanc consulta sa montre. Il était juste 4h15 et l'on approchait de la remise à bateau de Nass qui se nichait parmi les arbres. On voyait son petit balcon et son petit quai. Rien ne prouvait qu'il y eût quelqu'un à l'intérieur, mais l'inspecteur savait que, suivant ses ordres, le constable Hoskins était de faction. Près de l'escalier de la petite construction, un canot se balançait. Il y avait un homme et une jeune fille en tenue d'été dans l'embarcation. La seconde criait et son compagnon faisait mine de la jeter à l'eau. Au même instant, une voix de stentor cria dans un magnétophone. « Mesdames et messieurs, nous approchons du fameux village de Gitcham où nous resterons 3 quarts d'heure, ce qui vous permettra de goûter un homard ou un crabe accompagné de la célèbre crème locale. Sur votre droite, vous pouvez en ce moment voir le domaine de Nass House et dans 2 ou 3 minutes, vous apercevrez à travers les arbres le château lui-même. Dans le passé, il appartenait à Sir Gervais Folliat, contemporain de Sir Francis Drake, avec lequel il avait fait le voyage du Nouveau Monde. Il appartient désormais à Sir George Stubbs. À votre gauche se trouve le fameux rocher Gouzècre, où les maris déposaient les femmes irascibles à marée basse et les y laissaient jusqu'à ce que le flot leur montât jusqu'au cou. Tous les passagers regardèrent le rocher avec le plus vif intérêt. Les plaisanteries, accompagnées de gros rires et de glapissements, se firent entendre. Pendant ce temps, l'homme du canot poussa la jeune fille par-dessus bord, se pencha, et la maintint dans l'eau en déclarant « Non, je ne vous remonterai que si vous promettez d'être sage. » À l'exception de l'inspecteur Blanc, nul ne parut y prêter attention, car chaque passager continuait à examiner le château de Nass et le rocher de Gouzècre. L'homme lâcha la jeune fille, qui plongea, et reparut de l'autre côté de l'embarcation, qu'elle escalada adroitement. La détective Alice James était une nageuse accomplie. Blanc descendit à Gitcham avec les autres, et alla goûter tout en pensant « Donc cela pouvait se faire et personne ne l'eût remarqué. » Tandis que l'inspecteur tentait son expérience sur la rivière, Hercule Poirot en faisait une sur la pelouse du château, dans l'attente où Madame Zulaïka avait prédit l'avenir. Quand on avait démoli toutes les autres, il avait demandé à ce qu'on épargnât celle-ci. Il y entra, rabattit la toile de l'entrée et passa au fond de la tente. Il déplaça rapidement les panneaux, se glissa dehors, les relaça et se jeta dans la haie de rhododendron qui s'y appuyait. Puis il gagna un petit pavillon rustique, en ouvrit la porte et entra. Il faisait très sombre, car les rhododendrons avaient grandi depuis que la construction existait. Il y avait une boîte contenant des balles de croquet et des arceaux rouillés, 1 ou 2 cannes de hockey, de nombreuses araignées et, creusées dans la poussière qui recouvrait le sol,
une marque de forme irrégulière. Poirot l'examina, s'agenouilla, prit un mètre ruban dans sa poche et en mesura les dimensions avec soin. Après quoi, il hocha la tête d'un air satisfait. Sortit sans bruit et se remit en marche obliquement à travers les buissons, ce qui l'amena au sommet de la colline, et peu après sur le sentier qui desservait la folie, et descendait ensuite vers la remise à bateau. Cette fois, il n'entra pas dans le petit temple, mais se dirigea vers la remise. Il en avait la clé et y pénétra. On avait enlevé le corps ainsi que le plateau, le verre et l'assiette. Autrement, tout était dans l'état que Poirot se rappelait. La police avait noté et photographié ce que contenait la pièce. Il s'approcha de la table et feuilleta les journaux illustrés. L'expression de son visage fut à peu près la même que celle de Blanc, tandis qu'il lisait les phrases griffonnées par Marlène avant sa mort. Jackie Blake sort avec Susan Brown. Peter pince les filles au cinéma. Georgie Porgy embrasse les touristes dans les bois. Billy Fox aime bien les garçons. Albert sort avec Dorine. Poirot trouva ses réflexions plutôt amères et, se rappelant le visage ingrat et boutonneux de Marlène, pensa que les garçons ne devaient pas la poursuivre. Frustrée, la petite avait trouvé un dérivatif en surveillant ses contemporains. Ce faisant, elle avait vu ce qui ne lui était pas destiné. En général, des incidents sans grande importance. Mais une fois, peut-être, quelque chose de sérieux dont elle-même n'avait pas mesuré la gravité. Ce n'était en somme qu'une conjecture, et Poirot secoua dubitativement la tête. Il remit les journaux sur la table avec soin, car son amour de l'ordre ne l'abandonnait jamais. Et soudain, il fut saisi d'une impression de vide. Quelque chose manquait. Qu'était-ce ? Quelque chose qui aurait dû se trouver là. L'idée fugitive s'effaça. Il sortit de la remise, ennuyé, mécontent de lui. Il avait été appelé pour empêcher un crime, et il ne l'avait pas empêché. Ce qui est encore plus humiliant, c'est qu'il n'avait même pas, à cette heure, la moindre idée de ce qui s'était passé. Le lendemain, il lui faudrait rentrer à Londres, battu. Son amour-propre était sérieusement touché et sa moustache elle-même pendait lamentablement.